Dans cette vidéo, nous avons choisi de vous proposer une application directe de la relation rendement-risque à travers un exemple concret. Imaginez un investisseur institutionnel qui envisage de prendre une part dans le capital d'une société non cotée. L'équipe dirigeante de cette société lui remet un rapport d'évaluation dans lequel, sur base d'un chiffre d'affaires prévisionnel par action de 55 €, elle propose un prix de 165 € par action. Ce prix correspond à un multiple de 3 fois le chiffre d'affaires annuel, une norme dans le secteur selon cette entreprise. Notre investisseur voudrait confronter ces chiffres à une méthode de valorisation alternative. Sur base des données fournies par la société, il estime que ces dernières années, le bénéfice par action correspondait à 20% du chiffre d'affaires et que le taux de distribution a été de 30%. Par ailleurs, le taux de croissance annuel est estimé à 4% et il peut être supposé constant. Selon les analystes financiers, le taux sans risque est actuellement à 1%, la prime de risque du marché est estimée à 5% et le bêta des actions d'entreprises cotées du même secteur est de 1,2. Comment notre investisseur institutionnel peut-il évaluer une action de cette société sur base de toutes les informations à disposition? C'est ce que va nous montrer Isabelle. Voyons donc maintenant comment on peut agréger l'ensemble des informations qui nous ont été fournies par Catherine pour arriver à une valorisation des actions de cette société. Reprenons d'abord l'approche qui est celle du management de la société. Ils ont utilisé une méthode des multiples. On part donc d'une quantité, qui peut être le chiffre d'affaires ou qui peut être le bénéfice, et on lui applique un multiple. Alors, dans le cas qui nous concerne, la quantité utilisée est le chiffre d'affaires. Ici, il s'agit évidemment d'un chiffre d'affaires par action qui est de 55. Le multiple que l'entreprise propose d'utiliser est un multiple de 3, qui selon elle est une norme dans le secteur, et ça nous donne un prix qui est simplement égal à ce multiple fois le chiffre d'affaires, 3 fois 55, soit 165. Ce prix de 165, proposé par l'entreprise, est une base de négociation. Mais, évidemment, l'investisseur va vouloir confronter cette valorisation à une alternative. Et l'alternative à laquelle on peut penser est basée sur l'actualisation des dividendes futurs et dans sa version la plus simple, le modèle de Gordon-Shapiro qui suppose une croissance constante des bénéfices et dividendes dans le futur. Si l'on repart de notre modèle de Gordon-Shapiro, eh bien le prix est égal à l'estimation du prochain dividende divisé par le taux de rendement exigé par les actionnaires moins le taux de croissance. Nous devons donc estimer ces différents paramètres, dividende, taux de croissance et taux de rendement exigés par les actionnaires. Le paramètre qu'il est évidemment le plus simple d'estimer, c'est le taux de croissance puisqu'il nous est fourni directement dans l'énoncé. Le taux de croissance G est égal à 4%. Pour le dividende, eh bien, on a une indication. Le dividende correspond à la partie distribuée du bénéfice. On a un taux de distribution qui est de 30%, et donc le dividende, c'est 30% du bénéfice par action. Et puis ce bénéfice par action, on nous dit qu'il correspond à 20% du chiffre d'affaires, puisqu'on a une estimation du prochain chiffre d'affaires annuel qui est de 55, ça nous donne un dividende qui est égal à 30% fois 20% fois 55, soit 3,3. Reste le dernier paramètre, le taux de rendement exigé par les actionnaires. C'est là que nous allons utiliser la relation rendement-risque que nous venons de voir, à savoir celle qui nous est fournie par le CAPM ou MEDAF. Alors dans ce modèle, le taux de rendement que doit exiger un actionnaire pour investir dans une action d'un niveau de risque déterminé est égal au taux sans risque plus le bêta de l'action que multiplie la prime de risque. Alors le bêta de l'action, ici nous n'en disposons pas,
mais on peut prendre une approximation qui serait le bêta des actions des entreprises cotées du même secteur, qui est donné dans l'énoncé, qui est de 1,2. Et donc, le rendement exigé par les actionnaires, c'est 1% plus 1,2% fois 5%, soit 7%. Je vais maintenant utiliser ce taux de rendement que nous venons de calculer pour déterminer le prix que l'on peut obtenir pour l'action. Le prix, c'est 3,3, le prochain dividende, divisé par 7%, le taux de rendement que nous venons de calculer sur base du CAPM, moins le taux de croissance, ce qui nous donne une valorisation de 110. Et comme vous voyez, ce 110 est fort différent de ce qui était proposé par le management de la société, à savoir 165. Évidemment, la différence de méthode de valorisation vous donne une fourchette de prix, 110 à 165 ici, et le prix qui sera réellement le prix de la transaction si elle se fait, va dépendre du pouvoir de négociation respectif des différentes parties. D'une part, l'acheteur qui a la volonté d'acquérir une part ou le contrôle de la société, et d'autre part, les actionnaires qui veulent soit un exit, soit qui ont besoin de capitaux propres supplémentaires pour le développement de la société. Ce que je vous propose maintenant, c'est de continuer l'analyse et plutôt que de raisonner en termes de prix, d'essayer de voir ce que ça représente en termes de taux de rendement. D'une part, on a la rentabilité que devrait exiger l'actionnaire étant donné le risque qu'il supporte, à savoir 7%, c'est ce que nous avons déterminé par le CAPM, et puis d'autre part, on pourrait déterminer quelle est la rentabilité implicite à ce prix de 165 qui a été proposé comme base de négociation par les actionnaires. Pour obtenir cette rentabilité implicite, on va repartir de la méthode de Gordon-Shapiro, mais avec un prix, cette fois, qui est le prix proposé par les actionnaires de 165. Donc on a le prix égal à au niveau du prochain dividende, 3,3, divisé par le taux d'actualisation, le taux de rendement exigé par les actionnaires, moins le taux de croissance, ce qui nous donne un taux de rendement exigé par les actionnaires égal à 4%, plus 3,3 divisé par 165 égale à 6%. On a donc d'une part un rendement exigé par les actionnaires suivant le modèle du CAPM qui est de 7%, et d'autre part un rendement implicite à la méthode des multiples qui est de 6%. Avant de terminer, je vous propose de représenter l'ensemble des éléments de notre analyse sur un graphique. Ce graphique, il va vous donner une représentation dans l'espace rendement-risque. La mesure du risque que nous allons utiliser, c'est la mesure du risque systématique, le risque non diversifiable, qui est représenté par le bêta. Ce bêta apparaît donc dans notre graphique en abscisse et en ordonnée, vous avez le rendement qui correspond à un niveau de risque donné. Pour une absence de risque, c'est-à-dire un bêta de 0, la rentabilité que l'on obtient, c'est le taux sans risque, soit ici dans notre problème 1%. Pour un niveau de risque qui correspond au niveau moyen de risque présent dans le marché, donc un bêta de 1, la rentabilité exigée, c'est 6%, soit 1%, plus la prime de risque du marché, 5%. Avec ces deux points, on peut représenter la relation linéaire du CAPM qui apparaît sous la forme d'une droite que l'on appelle la Security Market Line. À partir de cette Security Market Line, on peut positionner pour n'importe quel niveau de risque le rendement exigé selon le CAPM. Donc, dans le cas qui nous intéresse, pour notre société qui a un bêta de 1,2, un niveau de rentabilité à exiger de 7%. Ce 7%, c'est bien la rentabilité que l'on exige suivant le modèle du CAPM et qui va nous servir comme taux de rendement dans la formule de Gordon-Shapiro. Il faut la comparer à la rentabilité implicite issue de la méthode des multiples qui avait été proposée par le management de la société. Donc avec un prix de 165 €, la rentabilité implicite à la méthode des multiples, en inversant la formule de Gordon-Shapiro,
est-elle de 6%. On voit donc qu'il y a un écart de rentabilité qui correspondait d'ailleurs à l'écart de valorisation des actions suivant la méthode des multiples ou du CAPM. Le rendement à exiger suivant la méthode du CAPM est de 7%, c'est-à-dire un rendement supérieur à celui implicite à la valorisation suivant la méthode des multiples, qui lui n'est que de 6%. Cette relation entre rendement du CAPM et rendement sur la méthode des multiples est inversée au niveau des prix, puisque le prix relatif à un rendement de 7% est bien inférieur à celui obtenu pour la méthode des multiples. On avait donc que 110, le prix du CAPM, est inférieur à 165, le prix obtenu par une valorisation par la méthode des multiples. Donc ce qui est important de remarquer, c'est la relation inverse qui existe entre prix et rendement.